Ma fille m'a appelée méprisable le jour de la fête des mères. Je suis restée silencieuse. J'ai juste pris mes affaires et je suis partie. En chemin, j'ai effacé son contact de mon téléphone. Le lendemain, je lui ai envoyé un cadeau. Une enveloppe avec une vieille photo, une clé et un mot. Elle m'a appelé 767 fois, désespérée, parce que... Bonjour à tous. Je m'appelle Aurore. J'ai 58 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Cela me touche beaucoup de savoir que mes mots voyagent jusqu'à vous. Merci de votre présence. Maintenant, laissez-moi vous raconter. C'était le 12 mai 2024, jour de la fête des mères. Je me souviens de chaque détail de cette journée comme si c'était hier, même si j'aimerais tellement pouvoir l'oublier. J'étais assise sur le canapé beige du salon de ma fille Juliette, dans son bel appartement moderne de Lyon. Un plat de coque au vin refroidissait sur mes genoux. Mes doigts tremblaient légèrement en tenant la fourchette. Je regardais le sol en bois clair, incapable de lever les yeux vers la table à manger où tout le monde riait et trinquait joyeusement. Juliette était là, rayonnante avec ses cheveux blonds impeccables, portant une robe élégante couleur crème que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Elle avait 32 ans maintenant, et elle était devenue une femme magnifique, mais froide. Elle trinquait avec des verres de vin rouge aux côtés de son mari Édouard, un homme de 35 ans, avec une chemise sociale hors de prix et une montre en or qui brillait ostensiblement à son poignet. À la tête de table trônait Madame Leclerc, la mère d'Édouard, avec son collier de perles authentique et son sourire satisfait de reine. Elle parlait fort comme toujours, savourant chaque instant d'attention qu'on lui accordait. « Ce dîner est absolument divin, Juliette. Tu as un talent incroyable pour recevoir, ma chérie, » disait-elle en levant son verre de cristal vers la lumière. Juliette riait avec fierté, penchait sa tête blonde sur l'épaule d'Édouard dans un geste affectueux et théâtral. Il embrassait son front tendrement, jouant parfaitement son rôle de mari attentionné. Moi, je mâchais lentement mon repas froid, complètement seule sur ce canapé relégué dans un coin du salon. Le silence et l'isolement autour de moi étaient assourdissants comparés aux rires bruyants et aux conversations animées de la table à manger. Il n'y avait pas de place pour moi à cette magnifique table dressée avec soin. Pas de chaise préparée. Pas d'assiette disposée avec les autres. Pas de verre à vin attendant d'être rempli. Juste ce canapé où j'avais été installée comme un meuble qu'on tolère par politesse, mais qu'on ne remarque pas vraiment. Je sentais mon cœur se serrer douloureusement à chaque éclat de rire joyeux, à chaque toast porté sans même un regard dans ma direction, à chaque conversation dont j'étais complètement exclue. La pièce était remplie de chaleur humaine, de l'odeur délicieuse des plats raffinés, du tintement joyeux des verres qui s'entrechoquaient. Mais pour moi, assise là-bas sur ce canapé isolé, tout était froid et glacial. Puis Juliette a tourné brusquement la tête vers moi. Ses yeux bleus, autrefois si doux et aimants quand elle était enfant, étaient maintenant froids, comme la glace en plein hiver. Elle m'a regardée avec ce mélange particulier de dédain et d'ennui que je connaissais malheureusement trop bien depuis exactement 7 longues années. 7 ans de souffrance silencieuse et d'humiliation répétée. 7 ans à essayer désespérément de reconquérir l'amour et le respect de ma propre fille. 7 ans à être traitée comme une étrangère indésirable dans sa vie, pourtant construite grâce à mes sacrifices constants. « Maman, toi là-bas, toute silencieuse sur le canapé, tellement méprisable, » a-t-elle dit d'une voix claire et distincte, presque amusée par sa propre cruauté. Le mot est tombé dans la pièce comme une pierre lourde jetée dans un puits profond et sans fond. Méprisable. Ce mot terrible a résonné dans ma tête, dans mon cœur brisé, dans tout mon être meurtri. Méprisable. Pendant exactement 2 secondes interminables, il y a eu un silence complet et pesant dans toute la pièce. Même les bruits de la rue à l'extérieur semblaient s'être arrêtés. Puis les rires ont soudainement explosé comme des bombes. Édouard riait très fort, la tête complètement renversée en arrière, tapant même sur la table avec sa main, comme si c'était la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue de toute sa vie. Madame Leclerc,
cachait délicatement sa bouche souriante derrière sa main gantée de dentelle, riant discrètement mais avec une satisfaction évidente et cruelle, brillant dans ses yeux perçants. Juliette souriait largement, visiblement très amusée et fière de sa propre méchanceté gratuite, savourant manifestement l'humiliation totale qu'elle venait délibérément de m'infliger devant tous ses invités qui ne me connaissaient même pas. Moi, j'ai immédiatement arrêté de mâcher la bouchée qui était dans ma bouche. Mon estomac s'est noué violemment. J'ai posé très doucement le plat encore à moitié plein sur la petite table basse devant moi, mes mains tremblant maintenant de manière totalement incontrôlable. Je me suis levée extrêmement lentement, comme si mes jambes fatiguées pesaient soudainement 100 kilos chacune. Chaque petit mouvement me demandait un effort surhumain que je ne pensais pas posséder. J'ai pris mon vieux sac marron usé par les années, celui que j'avais depuis au moins 15 ans et qui contenait toute ma vie simple et modeste, et mon écharpe grise en laine qui avait appartenu autrefois à mon défunt mari Antoine. Tous les rires se sont arrêtés brusquement pendant un court instant. Ils me regardaient maintenant avec une curiosité détachée et amusée, attendant probablement et même espérant que je crie fort, que je pleure pathétiquement, que je fasse une grande scène dramatique et hystérique qui leur donnerait encore plus de quoi rire et se moquer après mon départ inévitable. Mais je n'ai absolument rien dit. Pas un seul mot, pas un cri de douleur, pas une larme visible coulant sur mes joues. J'ai juste regardé Juliette directement et longuement dans les yeux. J'ai cherché désespérément dans son regard bleu et vide un signe quelconque de regret sincère, une petite trace de remords authentique, un minuscule soupçon de la petite fille aimante qui me disait autrefois avec tant de sincérité « Je t'aime, maman », en me serrant très fort dans ses petits bras le soir avant de s'endormir paisiblement. Il n'y avait strictement rien dans ses yeux, juste un vide émotionnel complet et terrifiant, juste une indifférence totale et glaciale envers ma souffrance évidente. Ses yeux étaient devenus aussi froids et impénétrables que la glace épaisse recouvrant un lac gelé en plein hiver rigoureux. J'ai respiré très profondément, essayant difficilement de contenir les sanglots douloureux qui montaient inexorablement dans ma gorge serrée. J'ai regardé tous les invités confortablement installés autour de cette table somptueusement dressée et décorée, observant leurs visages encore clairement marqués par l'amusement évident de ce qu'ils venèrent de voir et d'entendre. Puis, j'ai lentement tourné les talons avec toute la dignité qu'il me restait encore, et je suis sortie de cet appartement luxueux qui sentait maintenant la trahison amère et l'abandon total. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un bruit sec et définitif qui a résonné longuement dans le couloir complètement vide de l'immeuble. Derrière cette porte épaisse, j'ai distinctement entendu la voix forte et moqueuse d'Édouard dire avec un mépris évident « Finalement, elle partait déjà bien tard !» Et immédiatement, les rires bruyants ont violemment recommencé. Encore plus fort et cruel cette fois, comme si mon départ humiliant était le moment culminant du spectacle divertissant de leur soirée festive. Et Juliette riait aussi avec eux. J'ai clairement entendu son rire cristallin et familier traverser facilement la porte fermée, ce rire mélodieux que j'aimais tant autrefois, quand elle était petite et innocent, et qui maintenant me déchirait le cœur maternel en 1000 morceaux tranchants et douloureux. Je suis restée immobile dans ce couloir froid pendant quelques longues secondes, mes jambes refusant presque complètement de me porter plus loin. Les larmes que j'avais courageusement retenues à l'intérieur de l'appartement ont commencé à couler silencieusement et abondamment sur mes joues ridées. Mais je ne suis pas retournée frapper à cette porte. Je ne suis pas revenue supplier pathétiquement. Je ne suis pas revenue demander pardon pour une faute grave que je n'avais absolument pas commise. J'ai juste continué à marcher d'un pas lourd, un pied d'après l'autre, descendant lentement les escaliers de cet immeuble luxueux du centre de Lyon, sortant finalement dans la rue où une pluie fine et froide commençait justement à tomber sur la ville endormie. La pluie fine tombait doucement sur Lyon ce soir-là, mouillant progressivement mes cheveux gris et mon écharpe en laine. Je marchais lentement dans les rues presque désertes, sans vraiment savoir précisément où j'allais ni ce que j'allais faire. Les rares passants me dépassaient, rapidement, tous pressés de rentrer chez eux, de retrouver leurs familles aimantes, de célébrer cette fête des mères avec amour sincère et respect mérité. Moi, je marchais complètement seul sous cette pluie froide.
le cœur totalement brisé en morceaux, l'esprit complètement embrumé par ce mot horrible qui résonnait encore et encore sans fin dans ma tête fatiguée. Méprisable. Comment ma propre fille, celle que j'avais portée pendant 9 longs mois dans mon ventre, celle que j'avais nourrie au sein, élevée avec amour, aimée plus que ma propre vie elle-même, pouvait-elle maintenant me dire une chose aussi terrible et cruelle? Je me suis souvenu de tout en marchant lentement sous la pluie. Les souvenirs heureux et douloureux affluaient dans ma mémoire comme un torrent puissant et impossible à arrêter. Je me suis souvenu du jour magnifique où Juliette est née, le 15 février 1992, à exactement 3 heures du matin, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Elle pesait 3 kilos, 200 grammes. Elle avait des cheveux noirs épais et de grands yeux bleus profonds qui me regardaient avec une telle intensité pure que j'avais pleuré abondamment de bonheur absolu. Antoine, mon mari adoré, était juste à mes côtés, tenant fermement ma main transpirante, les larmes aux yeux lui aussi. « C'est notre miracle, Aurore. Notre petite Juliette », m'avait-il dit avec émotion en embrassant tendrement mon front mouillé de sueur. Et c'était absolument vrai. Elle était notre miracle attendu. Notre raison principale de vivre et de nous battre. Je me suis souvenu de ses tout premiers pas hésitants dans notre petit appartement modeste de Villeurbanne. Elle avait exactement 11 mois. Elle titubait maladroitement entre le canapé usé et mes bras grands ouverts et tendus, riant aux éclats chaque fois qu'elle réussissait miraculeusement à faire 2 ou 3 petits pas sans tomber lourdement. Antoine filmait absolument tout avec notre vieille caméra encombrante, criant sans arrêt des encouragements enthousiastes. « Allez, ma chérie, encore un petit pas, tu peux le faire. Je sais que tu peux. » Et quand elle est finalement tombée directement dans mes bras protecteurs, elle m'a regardé avec ses yeux brillants d'excitation et m'a dit son premier mot complet et clair, « Maman ». Mon cœur maternel avait littéralement explosé de joie indescriptible ce jour béni. Je me suis souvenu de son premier jour d'école en septembre 1997. Elle portait fièrement un petit tablier bleu avec des papillons colorés brodés dessus que j'avais passé des semaines entières à coudre moi-même avec amour. Elle tenait ma main si fort que ses petits doigts fragiles me faisaient presque mal. « Maman, tu ne vas pas partir tout de suite, hein? Tu vas rester avec moi toute la journée ?» m'avait-elle demandé avec ses grands yeux inquiets et humides. « Je serai toujours là pour toi, ma chérie adorée. Toujours, lui avais-je promis solennellement en l'embrassant sur le front. Et je l'avais été effectivement, pendant des années et des années, pendant absolument toute sa vie d'enfant et d'adolescente, jusqu'à ce qu'Édouard entre brutalement dans sa vie et change absolument tout entre nous. Édouard est apparu dans nos vies en 2016. Juliette l'a rencontré lors d'un séminaire d'affaires important à Paris. Elle avait 24 ans à l'époque. Elle était brillante intellectuellement, elle venait tout juste de terminer avec succès ses études en commerce international à la prestigieuse EM Lyon. Elle était magnifiquement belle, intelligente, pleine de vie et d'ambition légitime. Édouard avait 27 ans. Il travaillait dans la finance, portait toujours des costumes impeccables et coûteux, conduisait une BMW noire rutilante, parlait constamment avec assurance de millions d'euros et d'investissements complexes. Quand Juliette me l'a présenté pour la toute première fois dans un café élégant du Vieux-Lyon, j'ai immédiatement et instinctivement senti quelque chose de profondément faux chez lui. Quelque chose de calculé et artificiel dans son sourire commercial. Quelque chose de froid et reptilien dans ses yeux, malgré toutes ses paroles chaleureuses et flatteuses. « Madame Fontaine, c'est un immense plaisir de vous rencontrer enfin. Juliette parle absolument tout le temps de vous avec admiration. » m'avait-il dit en me serrant la main un peu trop fermement et longtemps. Mais ses yeux verts ne souriaient absolument pas sincèrement. Il m'évaluait froidement. Il calculait rapidement quelque chose. Je l'ai senti immédiatement avec mon instinct maternel. Après ce café inconfortable, j'avais prudemment essayé de parler franchement à Juliette. « Ma chérie, je ne suis vraiment pas sûre qu'Édouard soit la bonne personne pour toi. Il me semble intéressé par autre chose que simplement ton bonheur personnel. » Juliette avait violemment explosé de colère. « Autre chose? Tu veux dire quoi exactement, maman? Mon argent? C'est ça que tu insinues? Tu penses qu'il m'aime uniquement pour mon argent? Tu es jalouse.
Tu ne supportes absolument pas de me voir heureuse avec quelqu'un. J'avais désespérément essayé de m'expliquer calmement, mais elle ne voulait strictement rien entendre. Tu ne veux pas mon bonheur. Tu ne l'as jamais voulu. Ces mots injustes m'avaient blessé très profondément. Moi qui avais sacrifié absolument tout pour elle depuis sa naissance. Moi qui avais travaillé jour et nuit comme infirmière épuisée à l'hôpital pour payer ses études dans les meilleures écoles privées. Moi qui avais économisé chaque euro difficilement gagné pour qu'elle ne manque jamais de rien. Comment pouvait-elle sincèrement penser que je ne voulais pas son bonheur? C'était littéralement la seule chose que j'avais toujours voulu dans toute ma vie. Son bonheur, sa réussite, sa joie. Mais Édouard avait sournoisement commencé à l'éloigner progressivement de moi dès ce moment précis. Petit à petit, subtilement, insidieusement et méthodiquement. Le mariage a eu lieu le 15 juin 2017 à Annecy, au bord du magnifique lac bleu. C'était une journée merveilleusement ensoleillée, avec des fleurs blanches partout et une vue absolument spectaculaire sur les montagnes majestueuses. J'avais aidé Juliette à enfiler sa robe blanche le matin dans la suite luxueuse de l'hôtel. Mes mains tremblaient en attachant les petits boutons délicats dans son dos. « Tu es la plus belle mariée du monde entier, ma chérie », lui avais-je dit avec des larmes aux yeux. Elle m'avait souri dans le grand miroir. « Merci, maman, pour absolument tout. J'avais cru que tout irait bien, que peut-être je m'étais trompée sur Édouard. Mais après le mariage magnifique, absolument tout a changé très rapidement et radicalement. Les appels téléphoniques quotidiens sont progressivement devenus plus rares et espacés. Les visites hebdomadaires ont considérablement diminué jusqu'à presque disparaître complètement. Quand je l'appelais avec espoir, Juliette semblait toujours extrêmement pressée et agacée par mon appel. « Je ne peux vraiment pas parler maintenant, maman. Je suis très occupée avec le travail. » Quand je lui proposais gentiment de déjeuner ensemble comme avant, elle trouvait systématiquement une excuse nouvelle. « Je suis vraiment désolée, j'ai un rendez-vous extrêmement important que je ne peux absolument pas annuler. » Les mois passaient inexorablement et je la voyais de moins en moins souvent. Et quand je réussissais miraculeusement à la voir, Édouard était absolument toujours là présent, souriant son sourire faux et commercial, disant des choses apparemment gentilles mais complètement creuses et sans signification, me traitant avec une politesse glaciale et distante qui me faisait parfaitement comprendre que je n'étais définitivement pas la bienvenue dans leur nouvelle vie luxueuse et organisée. En 2018, j'avais courageusement essayé encore une fois de lui parler franchement. Nous étions dans un café tranquille à Grenoble où elle était venue exceptionnellement pour le travail. « Juliette, ma chérie, je m'inquiète vraiment beaucoup pour toi. Édouard dépense énormément de ton argent personnel. Il ne travaille pas vraiment sérieusement, n'est-ce pas? C'est toujours toi qui paies absolument tout. » Elle était instantanément devenue rouge de colère incontrôlable. « Comment oses-tu dire quelque chose d'aussi horrible? Édouard est un excellent gestionnaire financier. Il investit intelligemment notre argent commun. Tu ne comprends strictement rien aux affaires modernes. Tu es juste jalouse pathétiquement et tu ne veux pas que je sois heureuse. » Elle était partie furieusement, en claquant violemment la porte du café, me laissant complètement seule avec mon café refroidi et mon cœur maternel en miettes. Les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ont été progressivement les plus difficiles et douloureuses de toute mon existence. Chaque interaction rare avec Juliette devenait systématiquement plus froide, plus distante, plus douloureuse et blessante. En 2019, pour le réveillon de Noël festif, j'avais été invitée chez eux dans leur nouvel appartement extrêmement luxueux du quartier prisé de la Croix-Rousse. J'avais passé des semaines entières à préparer soigneusement des cadeaux personnalisés pour elle et Édouard. Des pulls chauds en laine que j'avais tricotés moi-même pendant des soirées solitaires interminables. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Un livre rare sur l'histoire fascinante de Lyon que je savais parfaitement qu'elle adorait depuis l'enfance. Une écharpe élégante en cachemire pour Édouard. J'avais tout emballé avec un soin méticuleux, avec du papier doré brillant et des rubans rouges soyeux. Quand je suis arrivée ce soir-là les bras chargés, ils étaient déjà confortablement à table avec des amis riches.
Personne ne s'est levé pour me saluer chaleureusement comme on le fait normalement. « Ah, maman, tu es finalement là. Pose tes affaires là-bas dans l'entrée. » m'avait dit Juliette, en pointant vaguement vers l'entrée sans même me regarder vraiment dans les yeux. J'avais posé les cadeaux emballés sous le sapin magnifiquement décoré avec des ornements coûteux. Pendant le dîner gastronomique, j'étais assise tout au bout de la grande table, presque oubliée dans les conversations animées et bruyantes. Édouard racontait des histoires prétentieuses sur ses voyages d'affaires dans des pays exotiques, faisant rire bruyamment tout le monde. Juliette l'admirait avec des yeux brillants d'admiration. Quand est finalement venu le moment tant attendu d'ouvrir les cadeaux, ils ont à peine regardé superficiellement ce que je leur avais offert avec tant d'amour. Édouard avait déballé l'écharpe très rapidement et l'avait posée négligemment sur le canapé sans même vraiment la regarder. « Merci, Aurore », avait-il dit distraitement avant de retourner immédiatement à sa conversation importante. Juliette avait ouvert ses cadeaux encore plus rapidement et sans enthousiasme. « C'est gentil, maman », avait-elle dit d'un ton complètement neutre et sans émotion, sans le moindre enthousiasme visible, avant de se tourner immédiatement vers les cadeaux extrêmement coûteux qu'Édouard lui avait offerts, des bijoux luxueux qui brillaient intensément sous les lumières multicolores du sapin. En 2020, j'avais reçu un appel inattendu de Juliette. Pour une fois rare, c'était elle qui m'appelait volontairement. Mon cœur maternel avait bondi d'espoir intense. Peut-être voulait-elle finalement me voir ? Peut-être réalisait-elle enfin que je lui manquais autant qu'elle me manquait terriblement ? Maman, nous avons absolument besoin de faire des rénovations majeures dans l'appartement. C'est extrêmement urgent. Tu pourrais nous aider financièrement. Mes espoirs s'étaient effondrés immédiatement et brutalement. Elle ne m'appelait pas parce qu'elle voulait sincèrement me voir. Elle m'appelait uniquement parce qu'elle avait besoin d'argent, rapidement. Bien sûr, ma chérie. Combien exactement vous faut-il ? Avais-je demandé, même si je savais parfaitement que j'allais devoir puiser profondément dans mes économies de retraite. 15 000 €, c'est pour refaire complètement la cuisine et la salle de bain. Édouard dit que c'est un investissement extrêmement important. 15 000 €, c'était presque toute ma réserve d'urgence patiemment accumulée, mais c'était pour ma fille unique. J'avais accepté sans hésiter une seule seconde. J'avais transféré l'argent le lendemain matin. Quelques jours plus tard, Édouard avait commenté à Juliette assez fort pour que je l'entende distinctement lors d'une visite rapide que je leur avais faite. « Ta mère a finalement servi à quelque chose d'utile. » Juliette avait ri complaisamment. Pas un rire gêné ou embarrassé, un vrai rire complice et méchant. Ce rire m'avait transpercé comme une lame glacée plantée directement dans mon cœur maternel. En 2021, le jour de l'anniversaire de Juliette, le 15 février, j'avais appelé désespérément toute la journée entière. 12 fois exactement. 12 appels restés complètement sans réponse. Pas même un simple message de sa part. Strictement rien. J'étais restée assise dans mon petit appartement modeste de Villeurbanne, regardant nostalgiquement une vieille photo d'elle bébé souriant, les larmes coulant silencieusement sur mes joues ridées. Comment en étions-nous arrivés à cette situation terrible ? Comment ma petite fille, qui me disait autrefois qu'elle m'aimait plus que tout au monde, pouvait-elle maintenant m'ignorer complètement le jour même de son anniversaire ? Antoine me manquait terriblement ce jour-là. S'il avait été encore en vie, il aurait certainement su quoi faire exactement. Il aurait su comment ramener notre fille à la raison. Mais Antoine était mort depuis 2015, emporté par un cancer foudroyant qui ne lui avait laissé que 3 mois entre le diagnostic terrible et la fin inévitable. Juliette avait été complètement dévastée à l'époque. Pendant quelques mois après sa mort, elle était redevenue proche de moi. Nous pleurions ensemble, nous nous soutenions mutuellement. Mais puis Édouard était arrivé et tout avait changé de nouveau. En 2022 et 2023, j'avais continué à payer pour elle. Chaque mois, je transférais de l'argent pour diverses choses. Le MBA qu'elle voulait faire à l'EM Lyon, 2 800 € par mois. Une partie de leur loyer, quand Édouard prétendait avoir des difficultés temporaires. Une partie considérable de leur loyer mensuel, quand Édouard prétendait systématiquement avoir des difficultés financières temporaires avec ses investissements prétendument complexes, 1 600 € par mois. Le financement complet de leur voiture de luxe allemande, 950 € par mois. Leur assurance santé privée premium, avec tous les avantages possibles, 420 € par mois.
leur abonnement exclusif à une salle de sport extrêmement chic et moderne, 180 € par mois. Et toutes sortes d'autres dépenses diverses et variées, environ 350 € supplémentaires chaque mois pour des abonnements divers et des services. Au total absolument précis, je donnais 8 300 € par mois à ma fille ingrate. Presque toute ma pension de retraite d'infirmière durement gagnée, plus une grande partie importante de mes économies patiemment accumulées pendant des décennies entières de travail acharné et de sacrifices constants. Et comment étais-je remerciée pour toute cette générosité maternelle? Par du silence pesant, par de l'indifférence glaciale, par du mépris à peine voilé et parfois ouvertement exprimé. Quand je les voyais, ce qui était devenu extrêmement rare, Édouard me parlait exactement comme si j'étais leur employé personnel. « Aurore, pourriez-vous transférer le paiement plus tôt ce mois-ci? Nous avons absolument besoin de liquidités immédiatement. Pas de s'il vous plaît poli, pas de merci vraiment sincère, juste des ordres polis mais fermes. Et Juliette? Elle ne disait strictement rien. Elle ne me défendait jamais contre lui. Elle acquiesçait simplement à absolument tout ce qu'Édouard disait, comme si elle était sous son emprise totale et hypnotique. En septembre 2023, j'avais essayé de lui parler encore une fois. Nous étions dans un café près de la place Bellecour. « Juliette, ma chérie, je t'aime plus que tout au monde. Mais je dois te dire que je m'inquiète énormément. Édouard te manipule clairement. Il utilise ton argent, mon argent, et il t'éloigne progressivement de moi. Ne le vois-tu pas ?» Elle m'avait regardé avec des yeux durs et glacials comme je ne les avais jamais vus auparavant. « Maman, tu es vraiment fatigante avec tes accusations constantes. Tu dis toujours exactement la même chose. Édouard est mon mari. Je l'aime. Si tu ne peux vraiment pas accepter ça, alors peut-être que tu ne devrais plus venir me voir du tout. » Ces mots terribles m'avaient complètement anéanti. Ma propre fille me rejetait ouvertement. Elle choisissait cet homme manipulateur qui la contrôlait plutôt que sa propre mère, qui l'avait toujours aimée inconditionnellement. Et puis est arrivé ce jour terrible du 12 mai 2024. Le jour de la fête des mères. Le jour où tout s'est définitivement brisé. Le jour où le mot méprisable est sorti de sa bouche et a détruit les derniers fragments d'espoir que je portais encore dans mon cœur maternel. En marchant sous cette pluie fine ce soir-là, je savais que quelque chose en moi avait changé définitivement. Quelque chose s'était cassé. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais plus accepter d'être traitée ainsi par ma propre fille. Je méritais mieux. Même à 58 ans, même après avoir tout donné, je méritais du respect et de la dignité. Quand je suis finalement rentrée dans mon petit appartement de Villeurbanne ce soir-là, trempée par la pluie, épuisée émotionnellement, j'ai posé mon sac sur la table de la cuisine et je me suis assise lourdement. Le silence de mon logement était pesant et oppressant. Les murs blancs et nus me regardaient comme des témoins muets de ma solitude profonde. J'ai allumé la lumière jaune de la lampe au-dessus de la table. Cette lumière douce qui avait éclairé tant de soirées solitaires, tant de dîners pris seuls devant la télévision, tant de nuits passées à pleurer en silence. J'ai regardé mes mains tremblantes, ces mains qui avaient bercé Juliette bébé, qui avaient pansé ses genoux écorchés quand elle tombait en jouant, qui avaient préparé des milliers de repas pour elle, qui avaient travaillé dur pendant des décennies pour lui offrir une belle vie. J'ai pris mon téléphone portable, un vieux modèle simple que Juliette se moquait souvent de voir. « Maman, tu devrais vraiment acheter un smartphone moderne. Celui-là est complètement ridicule. » m'avait-elle dit une fois avec ce ton condescendant qui était devenu sa façon habituelle de me parler. J'ai ouvert mes contacts. Le nom apparaissait en haut de la liste alphabétique comme il l'avait toujours été depuis que j'avais ce téléphone. Juliette avec un petit cœur rouge à côté. Ce cœur que j'avais ajouté des années auparavant quand elle m'avait offert ce téléphone pour mon anniversaire, à une époque où elle m'aimait encore, où elle se souciait encore de moi. Mon doigt a plané au-dessus de son nom pendant de longues secondes interminables. Des souvenirs défilaient dans ma tête, comme un film accéléré. Juliette apprenant à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or, moi courant derrière elle en criant des encouragements. Juliette recevant son diplôme du lycée, me cherchant dans la foule et me souriant quand nos regards se croisaient. Juliette malade avec une forte fièvre à l'âge de 7 ans,
moi restant éveillé toute la nuit à son chevet, changeant les compresses froides sur son front, priant pour qu'elle aille mieux. Juliette me faisant un dessin pour la fête des mères quand elle avait 6 ans, un dessin avec des fleurs colorées et écrit maladroitement en haut pour la meilleure maman du monde, je t'aime. Mais ces souvenirs appartenaient au passé. La Juliette d'aujourd'hui n'était plus cette petite fille. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux et me traiter de méprisable sans le moindre remords. J'ai appuyé sur son nom. Une fenêtre s'est ouverte avec plusieurs options. Appeler, envoyer un message, modifier le contact, supprimer le contact. J'ai fixé cette dernière option pendant un long moment. Mon cœur battait vite dans ma poitrine. Mes mains tremblaient encore plus fort. Pouvais-je vraiment faire ça? Pouvais-je vraiment effacer ma propre fille de mon téléphone? De ma vie? Le mot méprisable a résonné encore une fois dans ma tête. Ce mot cruel. Ce mot injuste. Ce mot qui résumait 7 années d'humiliation, de rejet, de douleur. Oui, je pouvais le faire. Je devais le faire. Pour ma propre dignité. Pour ma propre survie. J'ai appuyé sur supprimer le contact. Une confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer Juliette de vos contacts? J'ai fermé les yeux. Une larme a coulé sur ma joue. J'ai respiré profondément et j'ai appuyé sur confirmer. Le nom a disparu de l'écran. Disparu comme si elle n'avait jamais existé dans mon répertoire. C'était fait. Un acte symbolique mais puissant qui marquait la fin de quelque chose. La fin de mon acceptation passive de sa cruauté. La fin de ma soumission à ses caprices et à ceux d'Édouard. Mais ce n'était que le début de ce que je devais faire. J'ai posé le téléphone et j'ai ouvert un tiroir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe Kraft que j'utilisais parfois pour ranger des documents importants. Je l'ai sortie et posée sur la table. Puis je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le placard où je gardais mes souvenirs les plus précieux dans une boîte en bois que Antoine m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage. Dans cette boîte reposaient des trésors qui n'avaient de valeur que pour moi. Des photos jaunies par le temps. Des lettres d'amour que Antoine m'avait écrites quand nous étions jeunes. Le bracelet en argent qu'il m'avait offert le jour où il m'avait demandé en mariage. Et au fond de la boîte, soigneusement protégée dans du papier de soie blanc, une photo que je n'avais pas regardée depuis longtemps car elle me faisait trop mal. J'ai sorti cette photo avec des mains tremblantes et je l'ai regardée longuement sous la lumière jaune de ma lampe de chevet. C'était une photo prise au parc de la Tête d'Or à Lyon en 2004. Juliette avait 12 ans sur cette photo. Elle portait une petite robe d'été jaune vif et tenait un ballon rouge dans sa main. Antoine était à côté d'elle, grand et fort, souriant largement à l'objectif avec fierté. Et moi j'étais de l'autre côté, serrant Juliette contre moi, mon visage rayonnant de bonheur pur et absolu. C'était une journée parfaite. Une de ces journées rares où tout semble aller bien dans le monde. Une de ces journées où on se dit que la vie est belle et que rien ne pourra jamais gâcher ce bonheur familial. Nous avions pique-niqué sur l'herbe verte, nous avions fait du pédalo sur le lac, nous avions ri et joué comme une famille heureuse et unie. Et c'était ce jour-là, exactement ce jour-là, que Juliette m'avait dit pour la première fois de sa vie « Je t'aime, maman », de manière complètement spontanée, sans que je le lui demande, sans que ce soit une réponse automatique à mon propre « Je t'aime ». Nous étions assises sur un banc après avoir acheté des glaces italiennes. Le soleil se couchait doucement, peignant le ciel de couleurs orangées et roses magnifiques. Juliette avait léché sa glace à la fraise, puis elle s'était tournée vers moi et m'avait dit ces mots magiques, avec ses grands yeux sincères. « Je t'aime, maman. Vraiment beaucoup. Tu es la meilleure maman du monde entier. » Mon cœur avait fondu à ce moment-là. J'avais pleuré de joie en la serrant fort contre moi. Antoine avait capturé ce moment en photo juste après. J'ai retourné la photo. Au dos, de ma propre écriture au stylo bleu, j'avais noté la date et ces mots que je me rappelais avoir écrits le soir même en rentrant à la maison. Parc de la Tête d'Or, 15 juillet 2004. Aujourd'hui, Juliette m'a dit « Je t'aime » pour la première fois de manière spontanée. Le plus beau jour de ma vie de mère. J'ai embrassé doucement cette photo avant de la placer dans l'enveloppe Kraft. C'était le premier élément que je voulais lui envoyer.
Ensuite, je suis retournée dans ma chambre et j'ai ouvert un autre tiroir de ma commode, celui où je gardais des souvenirs encore plus anciens de Juliette. Des souvenirs de sa toute petite enfance que je n'avais jamais pu me résoudre à jeter malgré les années qui passaient. Tout au fond, enveloppés dans du papier de soie blanc, se trouvaient des objets minuscules qui me serraient le cœur chaque fois que je les regardais. Les premières chaussettes que Juliette avait portées à sa sortie de la maternité. Elles étaient roses, toutes douces, avec de petits nœuds blancs sur le devant. Elles étaient si petites qu'elles tenaient dans la paume de ma main. Je me souvenais encore de l'infirmière les enfilant délicatement sur les petits pieds de mon bébé pendant que je la regardais avec émerveillement, réalisant que j'étais devenue mère, que cette créature parfaite était la mienne, que j'allais passer le reste de ma vie à l'aimer et à la protéger. À côté des chaussettes se trouvait une petite blouse en laine beige que j'avais tricotée moi-même pendant ma grossesse. J'avais passé des soirées entières à tricoter ce vêtement avec amour, chaque maille représentant mes espoirs et mes rêves pour mon enfant à naître. La blouse avait de petits boutons en bois que ma propre mère m'avait donnés avant sa mort. Juliette avait porté cette blouse pendant ses 6 premiers mois de vie. Sur presque toutes les photos de cette période, elle la portait. J'ai pris ces objets précieux et je les ai posés sur mon lit. Puis j'ai continué à fouiller dans le tiroir jusqu'à trouver ce que je cherchais. Une enveloppe jaunie contenant des dessins que Juliette avait faits à l'école maternelle et primaire. J'avais tout gardé. Chaque dessin, chaque carte de fête des mères fabriquée maladroitement avec du papier coloré et de la colle, chaque petit mot qu'elle m'avait écrit. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les dessins un par un, les regardant avec des larmes qui coulaient maintenant librement sur mes joues. Il y avait un dessin d'une maison avec un soleil jaune et des fleurs partout. Un autre représentant notre famille, 3 bonhommes bâtons avec de grands sourires, Antoine, moi et Juliette au milieu, nous tenant par la main. Un troisième montrant un cœur rouge géant avec écrit dedans « Maman, je t'aime ». Et puis, j'ai trouvé celui que je cherchais. Une carte de fête des mères que Juliette avait faite quand elle avait 6 ans. C'était en 1998. Elle était en première année d'école primaire. La maîtresse leur avait demandé de fabriquer quelque chose de spécial pour leur maman. Juliette avait choisi du papier rose vif et l'avait décoré avec des dessins de fleurs aux couleurs vives faits au crayon de cire. Au centre, avec son écriture enfantine tremblante et imparfaite, elle avait écrit en grosses lettres « Pour la meilleure maman du monde. Je t'aime. » Juliette, 6 ans. Quand elle me l'avait offerte ce jour-là, elle était si fière d'elle. Elle sautillait d'excitation en me la donnant. « Regarde, maman. C'est pour toi. Tu l'aimes? Tu l'aimes vraiment ?» J'avais pleuré de bonheur en la recevant. Je l'avais serrée fort contre moi, en lui disant que c'était le plus beau cadeau que j'avais jamais reçu de toute ma vie. J'ai mis cette carte dans l'enveloppe Kraft, avec la photo et les vêtements de bébé. Maintenant, il me fallait ajouter quelque chose de plus récent. Quelque chose qui montrerait à Juliette combien je l'avais aimée, même pendant ces 7 dernières années difficiles. Je suis allée chercher mon ordinateur portable dans le salon. C'était un vieux modèle que Juliette m'avait aidé à acheter il y a quelques années, avant qu'Édouard n'entre dans sa vie et ne change tout. À l'époque, elle était encore gentille avec moi. Elle prenait le temps de m'expliquer patiemment comment utiliser l'ordinateur, comment envoyer des emails, comment regarder des photos. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai attendu qu'il démarre lentement. Puis, j'ai ouvert mon dossier de photos. À l'intérieur se trouvaient des centaines, peut-être même des milliers de photos que j'avais prises de Juliette au fil des années. J'avais tout sauvegardé méticuleusement. Chaque étape importante de sa vie était documentée. Sa naissance, ses premiers pas, son premier jour d'école, ses anniversaires, ses diplômes, son mariage. Et même pendant ces 7 dernières années où elle me rejetait, j'avais continué à prendre des photos lors des rares occasions où je la voyais. Des photos qu'elle ne savait même pas que je prenais. J'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé ma Juliette, puis j'ai commencé à sélectionner les photos les plus significatives, celles qui racontaient notre histoire ensemble. J'en ai choisi 238 exactement, des photos qui couvraient 32 ans de vie, de sa naissance en 1992 jusqu'à maintenant en 2024. Chaque photo représentait un moment d'amour, un moment de joie partagée,
Un moment qui prouvait que nous avions été heureuses ensemble autrefois, que j'avais été une bonne mère, que je l'avais aimée de tout mon cœur, que je méritais mieux que d'être traitée de méprisable. J'ai copié toutes ces photos sur une clé USB noire. Pendant que les fichiers se transféraient lentement, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. Il ne suffisait pas d'envoyer des souvenirs à Juliette. Il fallait que je prenne des mesures concrètes, des mesures qui lui feraient comprendre que j'étais sérieuse cette fois, que ce n'était pas un simple caprice de femme blessée, que c'était réellement la fin de notre relation telle qu'elle existait depuis 7 ans. Quand le transfert des photos a été finalement terminé, j'ai retiré soigneusement la clé USB et je l'ai placée dans l'enveloppe Kraft avec la photo du parc, les chaussettes de bébé, la blouse tricotée et la carte de fête des mères. Mais il manquait encore quelque chose d'important, quelque chose de symbolique et de pratique à la fois, quelque chose qui montrerait à Juliette que j'avais pensé à elle-même dans ma douleur profonde, quelque chose qui lui donnerait une dernière chance de comprendre ce qu'elle avait perdu. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur se trouvait une petite clé argentée attachée à un porte-clés simple. C'était la clé du coffre-fort que je louais à la Banque de Lyon depuis des années. Un petit coffre, numéro 237, situé rue de la République au centre-ville. Dans ce coffre, je gardais mes documents les plus importants, mon certificat de naissance, mon livret de famille, le certificat de décès d'Antoine, mon testament, et quelques autres souvenirs précieux que je voulais protéger. Mais maintenant, j'allais utiliser ce coffre pour autre chose, pour un message final à ma fille. J'ai pris la clé et je l'ai mise dans l'enveloppe Kraft. Puis j'ai sorti une feuille de papier blanc et un stylo bleu. Ma main tremblait en écrivant, mais je devais le faire. Je devais lui laisser un message qui expliquerait tout sans être trop long, sans être trop émotionnel, sans lui donner la satisfaction de voir à quel point elle m'avait brisé. J'ai écrit lentement, choisissant chaque mot avec soin. Juliette, j'ai essayé de faire tout pour toi, ma fille. J'ai essayé pendant 7 longues années de reconquérir ton amour, de gagner ton respect, de te faire comprendre que je voulais seulement ton bonheur. Mais je ne peux plus continuer. Je suis trop fatiguée maintenant, trop blessée, trop vidée. Le mot que tu as prononcé ce soir a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Méprisable. Ce mot résonne encore dans ma tête et il résonnera pour toujours. Coffre 237, Banque de Lyon, rue de la République. Code d'accès 2004. Maman, j'ai relu ce message plusieurs fois. C'était court, direct, digne, exactement ce que je voulais. Je ne m'excusais pas, je ne suppliais pas, je n'expliquais pas trop. Je lui donnais simplement les informations dont elle avait besoin pour accéder au coffre, si elle le souhaitait. Si elle se souciait encore assez de moi pour faire cet effort. Si elle voulait comprendre ce que j'avais placé là-bas pour elle. J'ai plié soigneusement le papier et je l'ai glissé dans l'enveloppe avec tous les autres éléments. Puis j'ai scellé l'enveloppe avec du ruban adhésif transparent, m'assurant qu'elle était bien fermée, que rien ne tomberait pendant le transport. Sur le devant de l'enveloppe, j'ai écrit l'adresse de Juliette avec mon écriture la plus soignée. Son appartement luxueux du quartier de la Croix-Rousse, où je n'étais plus la bienvenue, où je n'avais même pas le droit de m'asseoir à table, où j'étais reléguée au canapé comme un invité de seconde classe. J'ai regardé cette adresse pendant un long moment. C'était peut-être la dernière fois que j'écrirais quelque chose pour ma fille. La dernière communication entre nous. Cette pensée me faisait mal au cœur, mais je savais que c'était nécessaire. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Je m'en occuperai demain matin en allant à la poste. Maintenant, il restait la partie la plus difficile de mon plan. La partie qui transformerait vraiment cette rupture symbolique en quelque chose de concret et irréversible. J'ai pris mon téléphone fixe et j'ai composé le numéro de la Banque de Lyon. Il était 21h45 exactement. Le service client automatisé était encore ouvert pour les opérations urgentes. J'ai navigué dans les menus automatiques avec ma voix tremblante jusqu'à atteindre la section des virements automatiques. Une voix enregistrée m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai répondu clairement malgré les larmes qui coulaient maintenant sur mes joues. Je veux annuler tous mes virements automatiques mensuels. La voix m'a demandé de confirmer mon identité en donnant mon numéro de compte et mon code secret. J'ai donné les informations demandées. Puis la voix a listé tous mes virements automatiques actuels.
Le MBA de Juliette, 2800 € par mois. La participation au loyer, 1600 €. Le financement de la voiture, 950 €. L'assurance santé privée, 420 €. L'abonnement à la salle de sport, 180 €. Les diverses autres dépenses, 350 €. Total, 8300 € par mois. 8300 € que je donnais chaque mois à une fille qui me traitait de méprisable. 8300 € qui représentaient presque toute ma pension de retraite, plus mes économies durement gagnées. La voix m'a demandé si j'étais sûre de vouloir tout annuler. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il explose. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Mais j'ai dit oui. Oui, j'étais sûre, absolument sûre. La voix m'a confirmé que tous les virements automatiques seraient annulés immédiatement et qu'aucun paiement ne serait effectué à partir du mois suivant. Votre demande a été enregistrée. Tous vos virements automatiques ont été annulés à partir du 13 mai 2024 à 21h47. Merci de votre appel. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise là, dans ma cuisine faiblement éclairée, réalisant pleinement ce que je venais de faire. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Demain matin, Juliette commencerait à recevoir des notifications de la banque, lui indiquant que les paiements n'avaient pas été effectués. Elle essaierait probablement de m'appeler frénétiquement. Mais mon numéro n'existerait plus pour elle puisque je l'avais supprimé de mes contacts. Elle recevrait l'enveloppe dans quelques jours. Elle verrait la photo, les souvenirs, la clé, le message. Elle irait peut-être au coffre, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle ne se soucierait même pas assez de moi pour faire cet effort. Les jours suivants ont été étranges et douloureux d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Le lundi matin, 13 mai, je me suis réveillée tôt comme d'habitude. J'ai préparé mon café, je me suis habillée simplement et je suis allée à la poste avec l'enveloppe Kraft. L'employé au guichet l'a pesée et m'a dit que cela coûterait 3,50 € pour l'envoi en recommandé. J'ai payé et j'ai regardé l'enveloppe disparaître dans le sac postal derrière le comptoir. C'était comme regarder une partie de mon cœur s'en aller pour toujours. Ensuite, je suis allée à la banque et j'ai demandé à parler à mon conseiller. Monsieur Durand, un homme d'une 50aine d'années qui gérait mes comptes depuis des années, m'a reçu dans son bureau avec son sourire habituel. « Madame Fontaine, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» m'a-t-il demandé poliment. Je lui ai expliqué que je voulais changer mon numéro de téléphone enregistré dans leur dossier et que je ne voulais plus recevoir d'appels sur mon ancien numéro. Il a semblé un peu surpris mais n'a pas posé de questions indiscrètes. « Bien sûr, madame. Je vais mettre à jour vos informations immédiatement. » Pendant qu'il tapait sur son ordinateur, il a mentionné « Je vois que vous avez annulé tous vos virements automatiques hier soir. Puis-je vous demander si tout va bien ?» J'ai souri tristement. « Oui, monsieur Durand. Tout va bien. C'est juste que j'ai décidé de vivre pour moi-même maintenant. Je suis fatigué de donner tout mon argent à quelqu'un qui ne m'apprécie pas. » Il a hoché la tête avec compréhension. « Je comprends, madame. Vous méritez de profiter de votre retraite après toutes ces années de travail acharné. Après avoir quitté la banque, je suis allé dans une boutique de téléphonie et j'ai acheté un nouveau numéro de téléphone. J'ai transféré tous mes contacts importants, sauf un. Sauf Juliette. Son nom, son numéro, tout ce qui la concernait restait dans mon ancien téléphone que j'ai éteint définitivement et rangé dans un tiroir chez moi. C'était symbolique mais nécessaire. Une coupure nette et définitive. Pendant ce temps, je savais que Juliette devait commencer à réaliser que quelque chose n'allait pas. Le mercredi 15 mai, elle a dû recevoir sa première notification bancaire. Le paiement de son MBA n'avait pas été effectué. 2800 € manquants. Je l'imaginais fronçant les sourcils, irritée, mais pas encore vraiment inquiète. Elle a probablement pensé que c'était une erreur technique de la banque. Elle a dû appeler sa banque et l'employé lui a expliqué que le virement automatique avait été annulé par la titulaire du compte, moi. Je l'imaginais essayant de m'appeler immédiatement. 1 fois, 2 fois, 10 fois peut-être. Mais tombant toujours sur le message automatique, le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Le vendredi 17 mai, les autres notifications ont dû arriver comme une avalanche. Le loyer non payé, la voiture non payée, l'assurance non payée, tout.
8 300 € de paiement mensuel soudainement disparu comme par magie. Je pouvais imaginer sa panique croissante, minute par minute. Ses appels désespérés à mon ancien numéro qui ne répondait jamais. Ces messages vocaux que je n'entendrais jamais parce que le numéro n'existait plus. Et puis, probablement le samedi 18 mai, elle a dû recevoir mon enveloppe Kraft par la poste. Le facteur a dû sonner à sa porte, lui demander de signer pour le recommander. Elle a dû ouvrir l'enveloppe avec des mains peut-être tremblantes, peut-être pas. Je ne savais pas. Je ne saurais jamais vraiment ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là. Elle a vu la photo, notre belle photo de famille au parc de la Tête d'Or en 2004. Antoine souriant, moi rayonnante. Elle petite fille heureuse tenant son ballon rouge. A-t-elle retourné la photo et lu mon annotation au dos? A-t-elle eu un pincement au cœur en lisant que c'était le jour où elle m'avait dit « Je t'aime » pour la première fois? Elle a trouvé les petites chaussettes roses de bébé. Ces chaussettes minuscules qu'elle avait portées à sa sortie de la maternité. La blouse en laine beige que j'avais tricotée avec tant d'amour pendant ma grossesse. La carte de fête des mères qu'elle m'avait fabriquée à 6 ans avec ses petites mains maladroites. A-t-elle pleuré en voyant ses souvenirs? A-t-elle ressenti quelque chose? Du remords? De la tristesse? Ou juste de l'irritation face à ce qu'elle considérait probablement comme du chantage émotionnel? Elle a trouvé la clé USB. A-t-elle pris le temps de la regarder? De voir les 238 photos que j'avais sélectionnées avec tant de soin? Mais ce que je savais avec certitude, c'est qu'elle n'avait pas été touchée émotionnellement par tout cela. Pas au début en tout cas. Parce que le mardi 21 mai, j'ai appris par une connaissance qui habitait dans son immeuble que le propriétaire était venu réclamer le loyer impayé et avait donné à Juliette et Édouard 15 jours pour régulariser la situation ou quitter l'appartement. C'était seulement à ce moment-là, quand les conséquences financières concrètes ont commencé à la frapper durement, que Juliette a commencé à vraiment paniquer. Pas parce qu'elle regrettait de m'avoir blessée, pas parce qu'elle réalisait qu'elle m'avait perdue, mais simplement parce que son confort matériel était menacé. Ma connaissance m'a raconté qu'elle avait entendu une violente dispute entre Juliette et Édouard ce soir-là. Édouard criait « Tu ne peux même pas contrôler ta propre mère. Comment as-tu pu la laisser couper tous les paiements comme ça? Nous allons perdre l'appartement, la voiture va être saisie. Comment vas-tu payer ton MBA maintenant ?» Et Juliette pleurait, mais pas de vraies larmes de remords, des larmes de frustration et de colère. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça, c'est ridicule, elle va revenir, elle revient toujours. Mais cette fois, non, cette fois je ne reviendrai pas. Cette fois, c'était vraiment fini. Le mercredi 22 mai au matin, je savais que Juliette viendrait frapper à ma porte. C'était inévitable. Quand les appels téléphoniques ne fonctionnent plus, quand l'argent s'arrête de couler, les gens finissent toujours par venir en personne. Mais je n'étais plus là. J'avais pris ma décision quelques jours auparavant. Une décision radicale, mais nécessaire pour ma survie émotionnelle. J'allais quitter la France. J'allais recommencer ma vie ailleurs, loin de tout ce qui me rappelait ma fille et la douleur qu'elle m'avait infligée. J'allais partir pour le Québec, au Canada, où je pourrais vivre mes dernières années en paix, entourée de gens qui me traiteraient avec respect et dignité. J'avais toujours rêvé de visiter le Québec. Antoine et moi avions prévu d'y aller pour notre 30e anniversaire de mariage, mais il était mort avant que nous puissions réaliser ce rêve. Maintenant, j'allais y aller seule, non pas en touriste, mais en nouvelle résidente. J'avais fait des recherches, j'avais découvert qu'en tant que citoyenne française avec une pension de retraite stable, je pouvais obtenir un visa de résidence temporaire assez facilement. J'avais postulé en ligne, j'avais rassemblé tous les documents nécessaires et j'avais reçu l'approbation en quelques jours seulement. Le processus avait été étonnamment simple, comme si l'univers me disait que c'était la bonne décision. Le lundi 20 mai, pendant que Juliette paniquait probablement à cause de ses problèmes financiers, moi j'étais à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, enregistrant mes 2 valises contenant toute ma vie. Je n'emportais que l'essentiel. Mes vêtements, quelques photos précieuses d'Antoine et de Juliette enfant, mes bijoux sentimentaux, mes documents importants. Le reste, je l'avais donné à des associations caritatives ou vendu. Mon appartement de Villeurbanne, je l'avais mis en location meublée par l'intermédiaire d'une agence qui s'occuperait de tout à distance. Les revenus locatifs viendraient compléter ma pension de retraite au Québec.
J'avais tout planifié méticuleusement pendant ces quelques jours entre le dimanche 12 mai, quand j'avais été humiliée, et le lundi 20 mai, quand je partais pour toujours. Ma voisine, Madame Rousseau, une femme gentille d'une 60aine d'années qui habitait l'appartement à côté du mien depuis des années, était la seule personne à qui j'avais dit au revoir. Je lui avais expliqué que je déménageais au Canada pour recommencer ma vie. Elle m'avait regardé avec des yeux tristes mais compréhensifs. « Aurore, je sais que votre fille ne vous traitait pas bien. Je l'ai vue vous ignorer tant de fois quand elle venait vous rendre visite. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être heureuse. » Je l'avais embrassée et je lui avais demandé une dernière faveur. « Si ma fille vient me chercher, ce qui arrivera probablement, pourriez-vous lui dire où je suis allée? Dites-lui que je suis partie pour le Québec. Dites-lui que je vais recommencer ma vie là-bas. Et dites-lui aussi que là-bas, personne ne me traitera de méprisable. » Madame Rousseau avait promis avec des larmes dans les yeux. Et effectivement, le mercredi 22 mai, exactement comme je l'avais prévu, Juliette était venue frapper à ma porte. Madame Rousseau m'a raconté plus tard par téléphone ce qui s'était passé. Juliette avait frappé violemment pendant plusieurs minutes. « Maman, maman, ouvre! Je sais que tu es là. Nous devons parler. » Mais personne n'avait répondu évidemment. Finalement, Madame Rousseau était sortie de son appartement. « Vous cherchez Madame Fontaine ?» Juliette s'était tournée vers elle avec un visage pâle et des cernes sous les yeux. « Oui, où est-elle? Elle ne répond pas au téléphone. Elle ne répond pas à la porte. » Madame Rousseau lui avait dit calmement ce que je lui avais demandé de dire. « Votre mère a déménagé. Il y a environ une semaine maintenant. Elle est partie pour le Québec, au Canada. Elle m'a dit qu'elle allait recommencer sa vie là-bas. Elle semblait très déterminée. Elle m'a aussi demandé de vous dire quelque chose si vous veniez la chercher. Elle a dit que là-bas, personne ne la traiterait de méprisable. Madame Rousseau m'avait raconté que Juliette était devenue blanche comme un linge en entendant ces mots. Ses jambes avaient tremblé. Elle s'était appuyée contre le mur du couloir, comme si elle allait s'évanouir. Les jours suivants, selon ce que Madame Rousseau continuait à me raconter par nos conversations téléphoniques régulières depuis Montréal, la vie de Juliette s'était effondrée complètement et brutalement. Édouard l'avait quittée sans aucun remords. Il était parti vivre chez sa mère, Madame Leclerc, celle qui avait été traitée comme une reine le jour de la fête des mères, pendant que moi j'étais reléguée au canapé. Apparemment, Édouard n'avait jamais vraiment aimé Juliette. Il l'avait épousée pour son argent, exactement comme je l'avais toujours su, exactement comme j'avais essayé de l'avertir des années auparavant. Sans mon soutien financier, Juliette n'avait plus rien à lui offrir. Le propriétaire les avait expulsés de l'appartement luxueux. La voiture avait été saisie. Le MBA avait dû être abandonné faute de paiement. Tous ses amis riches qui gravitaient autour d'elle quand elle avait de l'argent avaient disparu maintenant qu'elle était en difficulté financière. Et Juliette essayait désespérément de me joindre. Madame Rousseau m'a dit qu'elle avait vu le compteur d'appel sur le téléphone de Juliette un jour où celle-ci était revenue une dernière fois devant mon ancien appartement. 767 appels. 767 tentatives de me joindre sur mon ancien numéro qui n'existait plus. 767 fois où elle tombait sur le message automatique lui disant que le numéro n'était plus attribué. 767 fois où elle réalisait un peu plus que je ne reviendrais pas. Que cette fois c'était vraiment fini. Que le mot méprisable avait été la limite absolue que je ne pouvais pas accepter de franchir. Pendant ce temps, moi j'étais à Montréal, au Québec, et je commençais lentement à reconstruire ma vie. J'avais loué un petit appartement chaleureux dans le quartier du Plateau-Mont-Royal. Les gens ici étaient gentils, accueillants, respectueux. Personne ne me connaissait, personne ne savait mon histoire douloureuse, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je pouvais être simplement Aurore, une femme de 58 ans qui profitait enfin de sa retraite, qui se promenait dans les parcs, qui découvrait de nouveaux cafés, qui rencontrait de nouvelles personnes. Pour la première fois depuis 7 ans, je me sentais légère, libre, en paix. Oui, mon cœur était toujours brisé par la perte de ma fille. Oui, je pleurais encore parfois la nuit en regardant les vieilles photos. Mais je savais que j'avais fait le bon choix pour moi. Un après-midi de début juin, le 9 exactement, je me promenais dans le vieux Montréal, admirant l'architecture magnifique et l'atmosphère européenne qui me rappelait un peu Lyon mais en mieux, sans les souvenirs douloureux.
J'étais en train d'acheter des fraises fraîches au marché Jean Talon, riant avec la vendeuse qui me racontait des anecdotes amusantes sur ses clients réguliers, quand soudain, j'ai senti un frisson étrange parcourir mon dos. Cette sensation qu'on a parfois quand quelqu'un nous observe intensément. Je me suis retournée lentement et mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde interminable. À environ 20 mètres de moi, au milieu de la foule colorée et animée du marché, se tenait Juliette. Elle me regardait fixement, ses yeux rouges et gonflés de larmes, ses cheveux blonds autrefois impeccables, maintenant en désordre complet, ses vêtements froissés comme si elle les portait depuis plusieurs jours sans les changer. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en seulement quelques semaines. Son visage était pâle, amaigri, marqué par le manque de sommeil et le désespoir. Elle avait traversé l'océan Atlantique pour me retrouver. Nos regards se sont croisés et le temps s'est complètement figé autour de nous. Puis, Juliette a commencé à courir vers moi, les larmes coulant abondamment sur ses joues creusées. « Maman, maman, pardon, pardon, je t'en prie, pardon !» criait-elle d'une voix déchirée. Moi, je suis restée complètement immobile comme une statue de pierre, tenant mon sac de fraises dans mes mains, qui s'étaient mises à trembler violemment. Juliette est arrivée devant moi, complètement essoufflée par sa course, sanglotant de manière incontrôlable. « Maman, pardon. J'ai été horrible. J'ai été la pire fille du monde. Édouard m'a manipulée pendant toutes ces années. J'étais complètement aveugle. Je ne voyais pas ta douleur. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Elle essayait de me prendre dans ses bras, de me toucher, de recréer ce contact physique que nous avions perdu. Mais je suis restée rigide comme un morceau de bois, mes bras le long de mon corps, incapable de bouger. Je la regardais pleurer devant moi, et une partie de moi, cette partie maternelle profondément ancrée, qui ne meurt jamais complètement, voulait désespérément la serrer contre moi, lui caresser les cheveux comme quand elle était petite, lui dire que tout irait bien, que je lui pardonnais. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait souffert pendant 7 longues années, qui avait été rejetée, ignorée, traitée comme un déchet sans valeur, qui avait été appelée méprisable devant tout le monde, cette partie-là savait avec une certitude absolue que je ne pouvais pas simplement tout oublier, que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, que l'amour maternel a ses limites quand la dignité personnelle est complètement détruite. J'ai pris une grande respiration tremblante. « Juliette, ai-je commencé d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait ? Ce n'est pas Édouard qui a prononcé le mot méprisable. C'est toi. Toi seule. C'est ta bouche qui a formé ce mot cruel. » Elle a sangloté encore plus fort. « Je sais. J'étais en colère ce jour-là. J'étais stupide et aveugle. Je ne le pensais pas vraiment. Je te jure que je ne le pensais pas. » J'ai secoué la tête lentement. « 7 ans, Juliette. Pendant 7 longues années, tu m'as traitée comme si je ne valais absolument rien. Pendant 7 ans, j'ai tout payé pour toi pendant que tu me rejetais. Pendant 7 ans, j'ai essayé désespérément de reconquérir ton amour, ton respect. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? De l'indifférence glaciale, du mépris à peine voilé. Et finalement, le jour de la fête des mères, le jour où toutes les mères devraient être honorées, devant tout le monde, tu m'as appelée méprisable et tu as ri de ma douleur. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues aussi. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Juliette? Ce n'est même pas le mot lui-même. C'est le fait que tu as ri après l'avoir dit. Toi et Édouard et Madame Leclerc, vous avez tous ri de moi. Vous avez ri de ma douleur. Vous avez ri de mon humiliation. » Juliette était maintenant à genoux sur le pavé du marché, ses mains jointes comme si elle priait. « Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance, juste une chance de me racheter. Je ferai tout, je changerai. » Les gens autour de nous s'étaient arrêtés maintenant, regardant cette scène dramatique se dérouler devant eux. J'ai regardé ma fille à genoux devant moi et j'ai ressenti un mélange déchirant d'amour et de douleur. Cette femme de 32 ans, sanglotant par terre, était toujours ma petite fille d'une certaine façon. Mais elle était aussi la femme qui m'avait brisé le cœur de manière répétée. Et je devais faire un choix terrible mais nécessaire.
Le choix entre l'amour maternel inconditionnel qui pardonne tout et l'amour de soi qui exige le respect et la dignité. J'ai essuyé mes larmes. Juliette, tu veux une chance? Tu as eu 7 ans de chance. 7 longues années pendant lesquelles j'ai tout essayé. Mais tu n'as changé que maintenant que l'argent est parti, maintenant qu'Édouard t'a quitté. Je t'aime, Juliette. Je t'aimerai toujours. Tu es ma fille. Rien ne changera jamais ça. Mais l'amour n'est pas seulement un mot ou un sentiment. C'est aussi du respect. C'est de la considération. Et tu ne m'as jamais donné ces choses. J'ai pris une autre respiration profonde. Mais je me rends compte maintenant que je mérite mieux. Que même à 58 ans, même après avoir tout donné, je mérite d'être traitée avec dignité et respect. Je mérite de vivre mes dernières années en paix, sans être constamment blessée par la personne que j'aime le plus au monde. Juliette criait « Je t'aime, maman, je t'aime vraiment, s'il te plaît, ne me laisse pas, je suis ta fille ». Et c'est là que j'ai dit les mots qui ont définitivement fermé la porte entre nous. Les mots que je savais être cruels, mais vrais. Les mots qui allaient me libérer, mais aussi me hanter pour le reste de ma vie. Et j'étais ta mère, Juliette. J'ai marqué une pause, laissant ces mots s'installer entre nous comme un mur de verre incassable. Puis j'ai ajouté le mot final, celui qui a scellé notre destin. J'étais. Le passé. Pas le présent. Pas le futur. Le passé. Juliette a compris immédiatement. Non, non, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. J'ai essuyé mes larmes une dernière fois. Je te souhaite d'être heureuse, Juliette. Sincèrement. Mais je ne peux plus faire partie de ta vie. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai tourné les talons et j'ai commencé à m'éloigner. Derrière moi, j'entendais Juliette crier, supplier, pleurer. « Maman! Maman, non, s'il te plaît! Reviens! Maman! » Chaque pas que je faisais était comme enfoncer un couteau dans mon propre cœur. Mais je continuais à marcher. Un pas après l'autre. M'éloignant de ma fille, m'éloignant de ma douleur, m'éloignant vers ma nouvelle vie. Juliette a essayé de me suivre, mais elle a trébuché et est tombée à genoux de nouveau. Je l'ai entendue crier encore une fois « Je suis ta fille ». J'ai failli me retourner. Mon instinct maternel criait de revenir en arrière. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis arrêtée sans me retourner complètement. J'ai tourné juste légèrement la tête. Et j'ai dit, ma voix brisée, mais claire, « Et je serai toujours ta mère dans mon cœur, Juliette. Mais dans ma vie, tu ne peux plus être ma fille, pas après ce que tu m'as fait. » Puis j'ai continué à marcher. Je suis disparue dans la foule du marché, laissant Juliette seule, à genoux sur le pavé, pleurant et criant mon nom. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré la perte de ma fille. J'ai pleuré la fin de notre relation. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement. Parce que pour la première fois depuis 7 ans, j'avais choisi moi-même. J'avais choisi ma dignité. J'avais choisi ma paix. Maintenant, à 58 ans, je vis pour moi. Je me suis fait de nouveaux amis. Je visite des musées. Je prends des cours de peinture. Je me promène le long du fleuve Saint-Laurent. Et personne, jamais, ne me traite de méprisable ici. Parce que je ne permets plus à personne de me traiter ainsi. Le mot était, prononcé au bon moment, peut-être le cadeau le plus douloureux, mais le plus libérateur qu'une mère puisse se donner. Voilà, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une histoire douloureuse, mais vraie. Une histoire sur l'amour maternel et ses limites, sur la dignité et le respect de soi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de me dire en commentaire ce que vous pensez. À bientôt.